Donc après avoir convoqué les neurosciences et l'analyse sociétale, voilà qu'arrive la philosophie. Nathalie Depraz, professeure de philosophie contemporaine, phénoménologie et philosophie allemande à l'université de Rouen, Normandie, l'ERIAC, et membre universitaire des archives UCERN. Parmi vos publications récentes, il y a Attention et vigilance, à la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives. C'est une aventure de lire ce livre, mais c'est passionnant. Et La surprise dans le langage et dans les langues, que je n'ai pas lu, chez Herman. Et le titre de votre intervention, La dynamique de l'attention et de la surprise, une approche philosophique, je n'en dirai pas plus, laissant toute sa place à la surprise. Merci de... Merci. Vous m'entendez? Ça va? Non, c'est peut-être pas branché. Le bouton est derrière. Derrière le bouton de... Sur le pied. Sur le pied derrière. Voilà. On y arrive. Ah ouais. Oui, ça va aller mieux là. Ça va? Parfait. Très bien. Donc déjà, merci beaucoup de votre invitation. Je suis vraiment ravie et très honorée de participer à cette journée et de rencontrer par la même occasion l'association d'Acto de Bordeaux. Et je me réjouis des échanges que nous aurons après la matinée de conférence lors de la table ronde également. Donc j'étais très sensible à votre invitation du fait de certaines de mes préoccupations concernant l'attention depuis quelques temps. Et je me suis permis d'insérer à cette thématique de l'attention le thème de la surprise, qui peut paraître au premier abord justement surprenant. Ça ne va pas forcément de soi d'associer les deux thèmes, les deux notions. Bon, il se trouve que c'est dans le champ de mes travaux actuels, donc c'était en lien avec ce que je suis moi-même en train d'explorer. Et en même temps, j'étais très sensible au fait que dans les deux conférences précédentes, cette notion, ce terme est apparu. Donc que ce soit dans le cadre de la conférence d'Alexandre Zénon à propos de la dérégulation attentionnelle et de l'activation du cerveau au moment justement d'événements surprenants. Donc ça fait partie de tout ce modèle de codage prédictif sur lequel vous avez insisté à la fin, correspond aussi à des collègues que j'ai pu avoir à un moment donné et a pu alimenter cette relation que j'ai cherché à construire entre l'attention et la surprise. Donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, tant mieux, ça veut dire que ça ne va pas apparaître comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il y a vraiment déjà des liens qui se font. Et puis, quand vous avez aussi évoqué ces différents régimes attentionnels de captation, vous avez insisté aussi sur le fait que justement la surprise était absente justement d'un certain nombre de ces modèles d'absorption ou de fascination et d'aliénation en fin de compte. Donc même si c'est sur un mode plus négatif, puisqu'on cherche à diminuer la surprise quand on régule l'attention, quand on est capté justement, on est tellement absorbé qu'on est plus sensible à la surprise. Donc même si dans les deux cas que vous avez évoqués, c'est plutôt sur un mode négatif, de l'absence de surprise ou de la diminution de la surprise, ça motive un tout petit peu aussi mon intervention. Donc je vous remercie. Ça me rassure également, je me dis que voilà, il y a déjà des effets d'annonce de ce que j'essaye et je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais commencer, en fait, je vais faire un parcours qui va être un parcours à la fois, comme c'est une approche philosophique, telle que je l'ai proposée, évidemment, il va y avoir une dimension conceptuelle qui va être importante, mais que je vais essayer de décanter le plus possible, qui va essayer d'être le plus clair possible. Et en même temps, il va y avoir aussi un aspect de trajectoire intellectuelle de mon propre parcours, qui va se greffer à cette aventure conceptuelle, on va dire. Et je vais vous proposer 3 étapes, en fin de compte, de manière assez simple. Une première étape qui est sur la diapo, qui est une étape où je vais essayer simplement de vous donner des informations, des éléments de compréhension sur le statut, pourquoi l'attention s'est imposée à moi, dans un champ philosophique.
ce qui ne va pas forcément de soi dans les approches philosophiques qu'on peut connaître. Et puis ensuite, je ferai, donc j'annonce les différents temps que je vais aborder, un deuxième temps, un deuxième pas, qui va se situer plutôt sur la relation entre l'attention et la vigilance, qui est au cœur de l'ouvrage que vous avez mentionné. Et puis, dans un troisième temps, j'en viendrai justement à cette relation, cette dynamique entre l'attention et la surprise, qui correspond à l'état plutôt actuel de ce que j'essaye de faire. Et puis, évidemment, en parallèle de cette trajectoire personnelle, intellectuelle, ce qui est en jeu, c'est l'intérêt conceptuel. Enfin, qu'est-ce qu'on peut penser de ces notions et comment elles sont importantes pour nous aujourd'hui. Donc, ce premier pas, pour moi, il est très fortement relié à un ancrage dans la pratique méditative, dans le bouddhisme. Et sans doute, je ne sais pas si je me serais intéressée à cette question de l'attention si je n'avais pas bénéficié de cette ouverture, et notamment via la rencontre avec le neurobiologiste Francisco Varela, qui a été pour moi extrêmement importante et qui a ouvert ces portes-là, notamment non seulement dans le champ des neurosciences, qui était peu présent dans mon champ d'intérêt avant cette rencontre, mais évidemment aussi du fait de l'ancrage de Francisco Varela dans le bouddhisme et son lien très fort avec Julien Trungpa. Donc ça a constitué pour moi un socle. Et donc cette question de l'attention s'est imposée à moi depuis un ancrage philosophique dans la discipline de la phénoménologie. Donc je vais parler un petit peu, donc je vais donner quelques éléments introductifs. Sachant que cette notion d'attention n'est pas, il faut le dire tout de suite, n'est pas une notion centrale en philosophie. Et donc il n'y avait pas forcément de raison que je croise cette question sur mon chemin, a priori. J'étais plutôt intéressée par des questions comme autrui, comme le corps, la conscience. Alors, on se rapproche un peu de l'attention quand on parle de la conscience, évidemment, mais je n'étais pas forcément sur ce thème-là. Et il se trouve que donc en échangeant et puis en travaillant avec Francisco Varela notamment, ce qui nous a conduit à écrire le livre qui est mentionné là sur la diapo, donc Becoming Aware, et sa traduction française à l'épreuve de l'expérience. Finalement, le lien très fort, l'articulation entre l'approche de la phénoménologie, d'une part, et la pratique, et aussi les éléments de sens et de compréhension qui sont proposés dans le bouddhisme, et notamment pour Francisco Varela dans le bouddhisme tibétain, s'est imposé. Donc voilà, pour moi, le point de focalisation, le point de genèse, il est cette articulation entre deux approches qui comment dire, a une vérité du fait même de la relation à l'expérience que fait chaque sujet. Dans le cadre de la phénoménologie, c'est une approche philosophique qui met l'accent vraiment sur l'expérience du sujet et sa description. Et donc à partir de là, on peut mieux comprendre pourquoi ça peut résonner de façon très étroite avec une approche comme celle du bouddhisme, qui est une approche de pratique et donc d'expérience de la pratique et d'expérience de la méditation et d'examen de cette expérience. On est sur un format où on peut tout à fait en structure se dire que la relation à l'expérience est une relation examinée, c'est une relation examinée, on dit souvent de première main, c'est-à-dire en première personne, et la phénoménologie a exactement cette exigence. Au point que parfois, certains chercheurs ou certains philosophes sont tout à fait convaincus par l'idée que l'abhidharma, la psychologie dite psychologie bouddhiste, fournit justement des descriptions extrêmement précieuses, extrêmement fines de niveaux d'expérience qui peuvent être mis en relation avec certaines descriptions et niveaux d'expérience qu'on trouve en phénoménologie dans le cadre de la perception, de l'attention justement, ou des dynamiques affectives également. Donc je ne développe pas ce point, simplement voilà, pour dire quelques petites choses concernant cette relation. Et donc c'est ce qui a motivé donc l'écriture de ce livre et qui nous a amené donc à proposer, c'est un peu le noyau du livre, ce petit schéma
qui est un schéma où le terme que vous voyez écrit époqué, qui est un terme un peu étrange, un peu énigmatique, peut-être pour beaucoup d'entre vous, qui désigne la méthode de la phénoménologie et qu'on peut simplement définir comme étant la suspension du jugement. Le terme époqué, c'est un terme grec que Husserl a repris à son compte et qui lui a permis de définir la phénoménologie comme méthode. Et donc à travers cette notion, et c'est pas seulement une notion, c'est un acte, c'est une expérience qui consiste, une activité qui consiste à suspendre son jugement. Donc suspendre son jugement, ça veut dire tout simplement éviter d'affirmer ou de nier telle ou telle proposition, telle ou telle opinion, et interroger justement, interroger ce qui est formulé, interroger ce qui est vécu, interroger la situation, la soumettre à un examen. Donc on est on suspend, on évite de juger, on se retient de juger, et on examine ce qui se présente à moi dans l'expérience. Donc vous voyez que quand on dit cela, je pense que ça peut résonner d'assez près avec ce que, dans la pratique que vous pouvez avoir certains d'entre vous dans le cadre d'une méditation. On est vraiment sur ce souci de ne pas juger et d'examiner qu'est-ce que je vis, plutôt que de tout de suite dire voilà, c'est ça que je vis. Et donc on a essayé de donner une sorte de petit modèle. Le résultat de notre travail, de ce livre-là, c'est d'essayer de construire un modèle qui permet de mieux déplier justement ce qu'on peut entendre par suspendre son jugement. Donc plutôt que de simplement être dans un acte un peu comme ça, simple et un peu trop monolithique, on a essayé justement de déplier cette activité de l'évoquer. Et ça nous a amené à faire émerger trois gestes internes, en fait, qui partent de la suspension, qui partent de ce souci de ne pas juger, qui est une sorte, qui est comme l'activité de la lame de fond, le fond, la base continue de mon activité interne, qui sans cesse est remise en jeu, qui peut parfois s'affaiblir, mais qui sans cesse est remise en jeu, sans cesse qui est animée par un souci d'examen. Et puis sur la base de cette lame de fond, les deux autres gestes, qui sont donc déclinés à travers les deux autres cercles, un peu en ovale, c'est une activité qui est plus une activité de focalisée, de redirection du regard, c'est-à-dire une activité par laquelle je vais, comme dans une perception visuelle, je vais être focalisé sur un objet, sur une personne, et puis de cette focalisation, je vais revenir à la manière dont je suis focalisé sur cette personne. Donc, je vais m'intéresser, je vais faire un retour sur comment je suis focalisé. Non pas simplement l'objet, le résultat ou la propriété de la focalisation, ou qu'est-ce que cette personne est, ou qu'est-ce que cet objet est, et la description de ses propriétés, mais comment moi-même, en tant que sujet, je me focalise sur cette personne. Donc l'idée de redirection, c'est finalement un moment de retour sur soi, on dira comme ça d'un point de vue philosophique, mais c'est beaucoup plus précis que ça, c'est un retour sur la manière dont je me relie à ce que je perçois. Alors dans les termes de la phénoménologie de Husserl, on appelle ça une conversion attentionnelle, justement. Donc une conversion de l'attention, conversion au sens d'un retournement, tout simplement, de cette direction vers l'objet extérieur à un retour, une redirection vers le comment, donc vers mon vécu de cet objet, vers la manière dont j'appréhende cet objet. Vous voyez, là on a déjà affaire à un geste, qui est un geste assez précis, et qui décrit un fonctionnement interne assez particulier, qui est souvent un peu contre nature, c'est-à-dire que spontanément, on n'est pas attentif à ce retour, à ce moment où on est en relation avec le comment de ce qu'on vit, mais on est simplement en relation avec ce qu'on vit spontanément. Donc ça demande un certain exercice, un petit apprentissage que Husserl décrit assez bien, et qui donc permet de comprendre finalement quelque chose qui touche déjà à ce moment-là à l'attention. Même si ce n'était pas forcément la thématique explicite de notre travail, en réalité il y avait déjà en germe cette dimension de focalisation, de geste attentionnel, de retour sur un vécu, sur un mode de relation à l'objet, pas simplement sur l'objet. Donc un retournement de l'attention, on pourrait dire, de l'extérieur à l'intérieur, on pourrait dire ça comme ça.
Et puis on a fait émerger un troisième geste, qui est un geste encore un peu plus complexe, mais qui en même temps décrit précisément assez bien cette dimension de réexamen, qu'on a nommé donc, ici en anglais letting go. Évidemment, dans le cadre des travaux bouddhistes, quand on parle de lâcher prise, enfin, c'est devenu assez vulgate. Enfin, voilà, c'est quelque chose que tout le monde entend assez spontanément et qui pourrait se décrire dans les termes de la phénoménologie exactement de manière assez proche en matière on parlerait d'ouverture, on parlerait de réceptivité ou de disponibilité. Donc en fait, c'est un geste qui cultive cette fois non pas le retour sur soi ou le retour au comment de ce qui est vécu, mais qui cultive au contraire une ouverture à ce qui se présente à moi, à tout ce qui peut se présenter à moi. Donc on a ici quelque chose de beaucoup plus risqué en fait, comme type de relation à l'expérience. On a quelque chose qui me met plus en danger, puisque je suis moins en position de contrôle. Quand j'observe le retour qui se passe en moi et la manière dont je vis ce que je vis, je peux avoir prise dessus. Avec un minimum d'exercice, je peux avoir une certaine prise dessus. En revanche, quand je me mets dans une posture d'ouverture à ce qui va se présenter à moi, par exemple, là je ne sais pas du tout ce qui va arriver dans 30 secondes, enfin, ou même dans 1 seconde, eh bien forcément je suis un peu plus en difficulté, enfin, je suis un peu plus en danger, et c'est moins déterminé pour moi. Hein. Donc cette dimension de la vie intérieure, hein, de la vie de la conscience, quelque chose qui fait partie aussi de la méthode de Husserl, hein, donc qui permet justement de mieux d'appréhender une relation à l'objet ou à la situation qui n'est pas prédéterminée, mais qui fait partie de ce qui est expérimenté à chaque instant par chacun d'entre nous sans qu'on en ait forcément conscience. Donc l'idée de ces 3 gestes, c'est vraiment d'identifier des processus, et en fait ce travail d'identification de ces 3 processus qu'on a essayé de penser les uns en relation avec les autres, en montrant qu'en fait c'était une même dynamique qui était en jeu, c'est évidemment un travail qui s'est fait, et là je ne vais pas en parler plus en détail parce que je pourrais passer 30 minutes à cela, c'est un travail qui s'est fait en prenant appui non seulement sur la phénoménologie et le bouddhisme, mais aussi sur toute la psychologie de l'introspection, sur des travaux en sciences cognitives. Donc on a puisé sur un mode très interdisciplinaire, on a puisé dans tous ces champs de savoir. Et puis on a essayé de voir quels étaient les invariants, en fait, quels étaient les gestes qui pouvaient proposer une compréhension unifiée, en fait. Alors c'est un modèle exploratoire qui demande à être réexaminé et retravaillé, mais c'était un premier pas. Alors pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que ça peut vous sembler très loin de ce que j'ai annoncé comme intitulé, mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que c'est pas si loin que cela, dans la mesure où, en fait, à travers les 2 gestes que j'ai essayé de redécrire rapidement, redirection et letting go, vous voyez qu'en fait on a affaire à une certaine forme d'attention, d'une part, donc une attention plus focalisée, donc ce qu'en science aujourd'hui on appelle plutôt la sélection, l'orientation notamment, mais en phénoménologie on va parler plutôt de focalisation ou d'attention focale, et avec ce mouvement de ce processus de retour là qui est pas très prégnant en science, hein, plutôt de retour sur le comment de ce qui est vécu, mais on a affaire à une redirection attentionnelle, un processus de redirection attentionnelle. Et puis quand on parle de letting go, lâcher prise ou accueil ou réceptivité, vous voyez bien que là on est implicitement, je n'ai pas mentionné le terme, mais on est finalement ouvert à, quand j'ai dit ce qui peut se présenter à moi, c'est évidemment tout ce qui n'est pas connu, donc tout ce qui est de l'ordre d'un inconnu, d'une nouveauté, d'une surprise. On est dans le format de la relation à quelque chose qui va venir et qui structurellement est une surprise, forcément. Donc en fait en filigrane je fais une sorte de relecture rétrospective de ce travail à la lumière des objets qui sont aujourd'hui ceux qui me sollicitent davantage, mais en fait je me rends compte qu'en réalité là il y avait une sorte de creuset déjà de ce que j'ai pu développer ensuite. C'est pour ça que ce premier pas, cette genèse, c'est une première configuration de sens encore implicite de cette dynamique de l'attention et de la surprise, sur un mode encore embryonnaire en fait. Voilà, alors là je ne l'ai pas développé, je vous le dis parce que voilà, ça fait partie aussi de tout ce qui s'est mis en place dans ce livre.
et je vous invite, si ça vous intéresse davantage, à le regarder de plus près. Dans un des chapitres du livre, et j'ai fait cette diapo parce que je voulais... je pense que vous êtes assez nombreux à avoir des connaissances et une pratique dans le cadre de la médiation à différents moments, différents endroits. Et donc ça me semblait intéressant de vous indiquer aussi que ce croisement entre phénoménologie et bouddhisme, il n'était pas seulement lié à ce petit schéma, mais on a aussi fait tout un travail d'exploration qui vaut ce qu'il vaut et qui demanderait sans doute à être retravaillé aujourd'hui. Je le dis maintenant parce que c'est un travail pour moi déjà un peu ancien, mais on a essayé de mettre en relation donc, un certain nombre de pratiques ou de techniques de méditation et ce qu'en phénoménologie on appelle les 3 chemins de la réduction ou de l'époquée, de la méthode même de la phénoménologie. Donc c'est une mise en relation qui vaut ce qu'elle vaut, qui est structurelle, mais qui a été extrêmement motivante et stimulante pour nous permettre de construire un socle de relations comparées en fait, entre la phénoménologie essentiellement et le bouddhisme. Donc ça c'est aussi dans l'ouvrage que j'ai mentionné. Alors maintenant je voudrais en venir au deuxième pas. Donc là je me suis permis de reprendre la présentation qui est donnée dans la 4e de couverture de l'ouvrage pour aller plus vite, pour que ce soit plus simple et plus facile de se repérer. Donc le travail que j'ai mené ensuite, donc beaucoup plus tard, puisque ça c'est un ouvrage de 2014, donc vous voyez entre 2003 et 2014, d'une certaine manière, tout un temps d'incubation pour moi concernant cette notion d'attention qui a émergé au fil des années et qui m'a conduit à m'intéresser justement à cette dimension pour elle-même et à essayer de voir ce qui était disponible en philosophie au sens strict sur cette question. Ce qui n'était pas du tout l'enjeu du premier travail que j'ai mentionné. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, les philosophes ne s'étaient pas beaucoup intéressés au problème de l'attention, et que quand on essayait de voir un petit peu ce qui était disponible, eh bien, on avait soit un champ extrêmement fourni en neurosciences et en sciences plus largement, depuis un demi-siècle, un peu plus, 60 ans, je remonterai à l'article de 49 de Maloun et Morezzi, par exemple, sur justement la vigilance, sur l'exploration de la vigilance d'un point de vue anatomique. C'est sans doute un des premiers points, un des premiers articles socles sur cette question. Mais bon, il y a une littérature qui est proliférante en fait, et le constat qu'on peut faire, c'est que, vous me corrigerez, mais le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a affaire à la fois à une multiplication de beaucoup de travaux et en même temps à une difficulté à cerner finalement l'attention en tant que telle. On a bien vu qu'il y avait plusieurs formes d'attention qui émergeaient de ce que vous avez présenté, et qu'on ne sait pas forcément complètement les articuler ou cerner. Est-ce que c'est une fonction unifiée ou est-ce qu'elle fait partie d'un réseau de différentes formes attentionnelles qui répondent à différents processus, à différentes zones. En fait, les scientifiques ont l'air de penser qu'on a affaire à une fonction très transversale et très complexe. D'où la multiplicité des travaux, justement, parce qu'on n'arrive pas forcément à la cerner de très près, cette fonction. Ce n'est pas la même chose que la conscience. Il y a beaucoup de questions qui touchent à la relation entre l'attention et la conscience. Et en même temps, on est très tenté de dire, bah si, quand même, c'est bien fortement relié. Et donc, du coup, ça m'a amené à refaire un retour amont et à me dire, au fond, qui a parlé de l'attention avant ces travaux donc, de la moitié du XXe siècle. Alors, il y a tout un champ d'exploration en psychologie qui est plus ancien, en fait, qui remonte au moins au XIXe siècle à la constitution de la psychologie comme science. Et qui fait émerger dans la relation avec une psychologie aussi pas seulement expérimentale mais aussi introspective, qui s'intéresse justement à la manière dont l'attention du sujet peut être variable. Qu'est-ce qui fait que l'attention justement ne se maintient pas? Vous évoquez comment on maintient son attention, comment on cultive son attention. Et il y a beaucoup de psychologues qui, au début du XXe siècle déjà, s'interrogent sur les variations attentionnelles. Et plutôt que d'y voir un problème, plutôt que d'y voir justement quelque chose qui nous disperserait, qui serait une distraction, donc d'y voir un opposé, un négatif de l'attention, eh bien ces psychologues insistent sur le fait que la variabilité attentionnelle, c'est la structure même de l'attention. En fait, notre attention, elle est structurée comme étant variable.
En sciences, plus tard, on a parlé de modulation. Alors modulée, c'est plus positif. Variable, ça peut sembler un peu plus négatif. Mais en tout cas, il y a cette idée donc d'une fluctuation, on va le dire encore autrement, d'une fluctuation des états attentionnels et de la dynamique même de l'attention. Donc un des points sur lesquels j'ai beaucoup insisté dans ce livre, dans toute la deuxième partie, c'est justement cette idée de variabilité et de flexibilité de l'attention comme étant sa structure même. Ce qui permet finalement de sortir d'un modèle où on dirait d'un côté il y a l'attention et on est très attentif et on est concentré. J'utilise le terme de concentration à ce moment-là. Et de l'autre côté, on est distrait, on est dispersé et c'est pas bien. Concentré, c'est très bien, dispersé, c'est pas bien. Donc on sort de cette façon qu'on a souvent de catégoriser les choses en jugeant, justement, c'est positif, c'est négatif, c'est bien, c'est mal. Et au contraire, on s'intéresse plutôt à la manière dont l'attention, donc la manière dont, vous voyez le mouvement même de la méthode de la phénoménologie qui revient en force, on s'intéresse à la manière dont je suis attentif. Et la manière dont je suis attentive ou attentive, bien c'est une manière variable. Et finalement, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à cela, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, tout mon intérêt philosophique, finalement, c'est beaucoup centré sur ces textes de psychologie, pour commencer. Et puis, je me suis rendu compte, à un moment donné, que, en réalité, mon auteur de référence, celui sur lequel j'ai fait ma thèse, à savoir Husserl, le fondateur de la phénoménologie, avait justement avait fait un cours sur l'attention qui n'était pas du tout connu, qui n'était pas publié, qui n'était pas disponible, donc dont personne n'avait jamais parlé, et qui s'appelle justement « Attention et perception ». Et donc j'ai été chercher ce cours, je l'ai lu, du coup entre-temps je l'ai traduit, maintenant il est disponible en français, et ce qui a été fascinant, c'est que je me suis rendu compte que justement, Husserl, qui est très au courant de toute la psychologie de son temps, puisque il écrit dans les années 10-20 du XXe siècle, et il est très en contact avec les psychologues de son époque, donc des auteurs comme en France par exemple, comme Binet, en France, ou des auteurs allemands comme Wundt ou comme Kulpe, des auteurs moins connus. Mais bon, il est très au courant de tout ce qui se fait en psychologie de l'attention, en fin de compte, et il va beaucoup insister justement sur cette structure. Lui, il appelle ça des mutations attentionnelles. Il utilise le terme de mutation, de Abwandlung en allemand, mais c'est toujours la même idée. C'est l'idée que finalement l'attention est une structure variable, et que les états, ils sont en permanence en train de bouger les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui caractérise l'attention au premier chef. Donc en réalité, tout mon travail est parti de là, et j'ai du coup essayé, ne disposant pas tellement d'outils philosophiques préalables, alors après, dans la littérature philosophique, quand on commence à chercher, on trouve plein de choses, mais pas de format très construit pour comprendre finalement le fonctionnement de notre attention, en tout cas d'un point de vue subjectif. C'est vrai que c'est assez différent de ce que... Enfin, il y a des éléments en sciences qui permettent d'alimenter justement cette conception en termes de modulation. Mais ce n'est pas la première chose qu'on repère en sciences, parce qu'en sciences, on va repérer d'abord effectivement la dimension de sélection, d'orientation et de décision, comme vous l'avez dit. Alors ça, c'était mon premier pas. Et puis, ce sur quoi j'ai débouché, je vous passe un peu les détails des différents temps de ce livre, mais ce sur quoi ça a débouché assez rapidement, ça a été sur quand même un souci de revenir sur quelque chose qui est très disponible aujourd'hui dans la culture et dans les problématiques éducatives notamment, et aussi psychopathologiques, qui était justement cette sorte d'obsession, je dirais, je vais aller jusque-là, d'obsession pour la compréhension de l'attention comme concentration. J'ai utilisé ce terme de concentration qui va plus loin encore que la sélection ou que la focalisation. Quand on parle de concentration, quand on demande aux enfants de rester concentrés, c'est quand même quelque chose de très fort, et ça peut paraître même violent à certains égards. Et on sait très bien que cet objectif de concentration, qui ne peut être que très court dans le temps, on sait très bien qu'un enfant il ne peut pas rester concentré plus de 5-10 minutes grand maximum, ça ne peut pas être quelque chose, ça ne peut pas être une exigence de continuité de toute façon. Donc, à nouveau, vous voyez, retour sur l'idée que c'est variable de toute manière et que quoi qu'on fasse, il faut travailler avec cette variabilité. Et donc, à partir de là, mon constat, ça a été de me dire, mais en fait,
il y a une difficulté avec la notion de concentration. Si on entend par attention de la concentration, il y a une difficulté qui peut créer, d'ailleurs, on le sait, des troubles, justement, de l'attention, qu'on va interpréter comme des troubles, parce qu'ils prennent des proportions un peu plus extrêmes que cette variabilité, disons, qui serait constitutive de l'attention. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, est-ce que l'attention se résume à la concentration? Alors déjà, effectivement non, puisqu'on a déjà évoqué le fait qu'elle tient dans cette dynamique de variabilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose? Et donc, mon intérêt s'est porté sur justement ce qu'on avait commencé à effleurer dans ce premier pas que j'ai évoqué, dans l'ouvrage écrit avec Francisco Varela et Pierre Vermage, qui était cette dimension d'ouverture, hein, qui était ce geste interne d'ouverture, de disponibilité, de réceptivité, de lâcher prise, d'ouverture à ce qui peut se produire. Et au fond, je me suis dit, mais en réalité, à travers cette expérience d'ouverture, ou en tout cas cette possibilité, ce qui nous est donné de rester ouvert à ce qui se produit ou ce qui peut se produire, est-ce qu'on n'a pas une autre façon d'entendre l'attention qui tiendrait justement dans cette ouverture? Et donc c'est en fait de cette façon-là en fait, que progressivement j'ai débouché sur cette notion de vigilance comme étant une manière possible peut-être de rendre compte précisément de cette ouverture. Un état de vigilance, c'est-à-dire un état de présence à ce qui peut se produire, mais dont on n'a pas forcément le contenu. Et justement, on n'en a pas le contenu, donc on ne peut pas le programmer, on ne peut pas l'anticiper. Il me reste 5 minutes, c'est ça? La demi-heure est passée, en fait. La demi-heure est passée déjà, très bien. Il y a 10 minutes en plus. Oh, quelle chance! Quelle chance! Je savais que j'allais dépasser de toute façon, mais voilà, je me disais que vous seriez le maître du temps et que je m'arrêterai quand je m'arrêterai, ça ne pose pas de problème. De toute manière, c'est un propos qui a une dimension un peu comme ça circulaire et donc qui peut très bien s'interrompre au moment où c'est nécessaire. Donc voilà, dites-moi quand c'est vraiment terminé. Voilà. Mais j'ai pas de montre, alors je vous laisse me faire signe. Je m'arrêterai, il n'y a aucun problème. Bon voilà, donc pour conclure ce deuxième temps, comme ça on pourra quand même aborder le troisième. L'idée de ce travail, ça a été d'essayer de voir comment réformer finalement l'attention dès lors qu'on la pense comme une concentration, qui est insuffisant, comment la réformer en vigilance. Alors, ce terme, je voudrais juste quand même en dire 2-3 mots, parce que ce n'est pas un terme simple, ça ne va pas de soi. C'est un terme qui évidemment est très connoté dans beaucoup de dimensions, et c'est vrai que c'est un peu un geste conceptuel comme ça, que font souvent les philosophes, de dire voilà, on va nommer ça comme ça. On va forger ce concept, on va dire voilà, ça c'est de la vigilance. Et puis je pense que dans votre esprit immédiatement viennent des tas d'objections de dire en fait pourquoi parler de vigilance, est-ce que c'est pertinent? Si on a un esprit scientifique, on va se dire mais le terme vigilance c'est un terme qui correspond à ce que vous avez appelé alerte, hein, alertness. Et donc du coup la vigilance c'est pas forcément positif, hein, puisque ça correspond à quelque chose qui nous fait sursauter, qui nous met en danger et qui n'est pas très constructif. Donc c'est pas tellement comme ça que moi j'aurais envie de l'entendre, mais c'est un sens disponible, et donc du coup on peut se sentir un peu étonné, de se dire pourquoi utiliser le terme de vigilance. On peut avoir aussi un autre terme en tête, si je reprends aussi le vocabulaire en anglais, on va pouvoir avoir le terme par exemple wakefulness, hein, donc la notion d'éveil. Donc là on est plus dans une orientation méditative ou religieuse, hein, ou la notion de veille, hein, qu'on trouve aussi beaucoup dans les textes de la Bible. Hein, veiller, vous ne savez pas quand il va arriver. Hein. Donc, voilà, on peut être aussi dans ce genre d'éveil ou de veille. Hein, donc là, on est sur une autre thématique. Vous voyez que c'est deux sens très hétérogènes. Et donc, au fond, on est un petit peu en difficulté, parce que le terme vigilance, il peut sembler, si on le pense comme de la vigilance, comme de l'hypervigilance, ça devient problématique. Également parce qu'on est dans une attitude à ce moment-là de crispation. Et donc du coup cette notion de vigilance, elle s'est imposée à moi depuis un horizon qui est plus lié justement à la notion de présence à, mais ouverte, indéterminée, qui correspond un peu à la façon dont on décrit
en anglais, la pratique de Vipassana, donc la notion de awareness, qui est parfois le terme utilisé pour écrire en anglais Vipassana. Donc cette idée finalement d'une attention ouverte, hein, qui peut prendre appui sur une focalisation initiale, mais qui en réalité se donne dans cette ouverture. Et dans la conception husserlienne, cette notion d'ouverture, elle est très, très importante parce qu'elle permet de décrire tout ce que Husserl appelle les horizons de la perception. Tout ce qui, dans mon champ de perception, sur la base d'une focalisation, donc si je regarde par exemple la caméra, je vais avoir mon attention orientée visuellement sur la caméra, et en même temps, dans mon champ visuel, je vois plein d'autres choses et des personnes aussi, bien sûr, donc, qui sont nommées par Husserl des co-perçus. Donc ils sont pas simplement co parce qu'ils sont accessoires ou secondaires, mais ils sont co parce qu'ils font partie de ma perception, ils font partie de la structure de mon champ perceptif. Donc l'attention avait ce statut-là, et du coup la notion de vigilance, c'est une façon justement de créer cette sorte de relation ouverte, souple, et disponible à tout ce qui se présente à moi dans le champ de ma perception, par exemple, mais pas seulement. Donc voilà, donc c'était le deuxième temps. Donc voilà, donc là je vous laisse juste regarder rapidement parce que ça reprend des éléments que j'ai indiqués déjà, et aussi le changement donc d'une attention concentration à une attention vigilance. En fait, ça décline les différents aspects sur lesquels on va pouvoir basculer d'une attention à l'autre, hein, sans forcément dire qu'il y en a une qui est mauvaise et l'autre qui est bonne, mais simplement voilà, pour prendre conscience du changement de paradigme, on pourrait dire, ou de changement de compréhension qui est en jeu quand on passe de la concentration à la vigilance. Donc, insistant sur le corps, sur la relation, hein, puisqu'on est dans une ouverture, sur la dimension affective, puisqu'on accepte de se laisser affecter par des choses qui apparaissent et sur lesquelles on n'a pas de prise, et donc cette notion de réceptivité également. Alors, troisième pas, et je vais sans doute être plus rapide, du coup, oui, 3 minutes. 3 minutes. Voilà, troisième pas, 3 minutes, très bien. Alors, quelle est l'idée de cette mise en relation entre l'attention et la surprise? Je vais essayer d'être le plus rapide possible. L'idée de cette mise en relation, c'est de partir, en fait, d'une première compréhension de l'attention que monsieur, vous avez très bien fait ressortir à travers la notion de captation, hein, qui est en fait notre première attitude vis-à-vis de l'attention, ce que j'évoquais, le rapport à l'objet, hein, le fait d'être absorbé, l'immersion, hein, le régime de l'immersion. Donc le fait d'être absorbé dans un objet, dans une activité. Souvent on dit, voilà, je suis attentive, mais en fait je suis absorbé, en réalité je suis captif, et je suis aliénée, hein. Mais j'ai l'impression d'être très emprise sur ce que je fais, je suis concentrée. Et donc, en partant de là, qui est notre attitude la plus ordinaire de relation à l'attention, même si on ne le formulera pas comme ça pour nous, eh bien, on va du coup, il va y avoir en ligne de mire ou en implicite, quelque chose qui est lié à la surprise dans cette relation captée, d'attention captée. Pourquoi c'est relié à la surprise? Parce que quand on va être dans cette attitude d'absorption, par exemple, et je prends un exemple très simple, hein, je suis absorbée justement dans la lecture d'un roman passionnant, fascinant. Et donc, dans ce moment d'immersion, eh bien, il y a à un moment donné un bruit très fort qui va arriver de l'extérieur de la rue, un klaxon, un coup. Et donc je vais sursauter. Je vais sursauter, ou si je ne sursaute pas, mon cœur va s'emballer au minimum. Enfin, en tout cas, il va se passer des choses physiologiquement et dans mon esprit en même temps qui vont donc interrompre cette absorption, ne serait-ce qu'un bref instant. Et donc si on part de cette expérience-là, vous voyez, on a une dynamique qui se met en place. J'ai ce moment d'absorption, donc je suis dans une sorte d'attention continue, très crispée d'une certaine manière, ou très tendue. Et puis on a
un événement qui crée rupture, qui fait brèche, qui est ce bruit très fort, par exemple, qui va donc me faire sursauter, donc qui va créer une rupture interne et externe, en tout cas à la fois physiologique, corporelle et interne, et qui va donc interrompre cette attention captée, et qui va ensuite se déployer en termes de répercussions. Qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, ça va produire au mieux une capacité à réguler, donc à se remettre dans la lecture. Donc là, on est sur le mode où on va minimiser la surprise. Mais ça peut donner très souvent quand même une perturbation, c'est-à-dire un trouble, une incapacité à se remettre dans la lecture. On va se lever, on va aller voir ce qui se passe, et du coup on va être dans un état émotionnel très, très fort, de résonance émotionnelle très forte. Donc en fait, si on part de cette situation très ordinaire, eh bien vous voyez, on a une première dynamique qui se met en place, qui est attention, moment de crise, de rupture, surprise, sursaut, physiologiquement, et trouble, résonance émotionnelle, et même s'il y a régulation, il y a quand même quelque chose d'émotionnel dans cette régulation, parce que je fais quelque chose pour me pacifier, pour m'apaiser. Donc en fait, je suis partie de là, en réalité, et j'ai, à partir de là, construit un certain nombre de modèles, que je ne vais pas vous développer maintenant, parce que ce serait trop long, mais qui correspondent grosso modo à cette dynamique, et qui partent de l'idée que la surprise, ça c'est peut-être le point à retenir, que la surprise n'est pas simplement un instantané, n'est pas quelque chose qui serait juste un choc, ou une sorte de non-expérience, ou un non-vécu, mais que c'est tout un processus. Et que ce processus s'étaye, se construit sur la base de deux structures principales qui sont une structure justement d'attention, d'attente. Vous aviez mentionné l'étymologie attentio, attendere en latin, d'attention-attente, et d'une structure d'émotion, de résonance émotionnelle qui peut être positive, négative en fonction de la manière dont le choc va m'affecter. Donc je suis partie de ce schéma-là, qui est devenu une sorte de petit modèle, et puis sur cette base-là, et je vais conclure sur ce point, sur cette base-là, j'ai essayé de décliner différents modèles. Donc je vais passer plus vite sur celui-ci, parce que là c'est donc une dynamique avec différents modèles qui permettent de comprendre finalement les différents accents qui sont en jeu entre l'attention et la surprise en fonction des situations. Donc la surprise ordinaire, c'est ce que j'évoquais à travers cette activité de lecture. Et puis la surprise logique, ce serait la surprise justement qui est totalement minimisée, voire effacée, dans le cas où le cerveau justement fait tout son travail et donc évite les surprises, ou en tout cas a cette dimension de prédictibilité suffisante pour à chaque fois effacer ce qui va être un choc. Et puis ensuite, donc, il y a différents types de modalités de cette relation attention-surprise. Quand on est dans un contexte relationnel, donc tout ce qui peut relever de malentendus qui font qu'on va être en difficulté, ou de projections qu'on fait par rapport à ce que l'autre peut être ou qu'on voudrait qu'il soit. Des pathologies de la surprise, donc là on en a déjà parlé à travers les troubles de l'attention, mais ça peut être aussi des formes de dépression, on va être beaucoup moins réactif à des surprises. Et puis, alors juste, j'insisterai sur les 3 derniers modèles, mais très très rapidement, parce qu'ils sont reliés, ces 3 modèles, et là, ce que j'appelle la surprise méditative, c'est justement une sorte d'antidote à la surprise ordinaire, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire une capacité justement à déployer dans l'attention attente cette capacité d'ouverture que j'évoquais et que j'avais nommée vigilance à ce moment-là, cette capacité d'ouverture qui fait que, d'une certaine manière, comme parfois on dit, à l'égard d'un enfant, on lui dit « je t'ai préparé une surprise ». C'est réserver une surprise. Donc, qu'est-ce que c'est que cette activité de préparation qui fait que je vais être capable d'accueillir quelque chose de nouveau sans sursauter, comme dans les anecdotes zen qu'on connaît très bien, quand à un moment donné, on est capable d'anticiper le fait que le maître derrière nous va nous donner un coup de bâton, on va être capable au dernier moment de déjouer le choc. Donc, cette capacité d'anticipation ouverte, je dirais, qui fait que la surprise va être accueillie pour elle-même, elle ne va pas disparaître, mais elle va être accueillie pour elle-même. Et donc, à un moment donné, si ce travail se fait de manière suffisante,
eh bien, dans des cadres que j'ai ensuite déployés sur un mode plus culturel, de contenu, donc esthétique ou de dimension éthique, eh bien, on aboutit à terme à une coïncidence entre l'attention et la surprise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition. Je suis suffisamment attentive pour pouvoir recevoir la surprise comme en coïncidence avec le mouvement même de l'attention. Bon, mais ça vous parle, j'imagine. Voilà, et je vais m'interrompre.